Donc, on va commencer par un virtual network. Ok. Donc, n'oubliez pas que chez Azure, vous avez des serveurs physiques. Donc, ça, c'est dans les data centers. Vous avez ces serveurs physiques. Donc là, ça, ce sont des serveurs physiques. Ensuite, vous avez des routeurs et des switches. Donc là, vous avez des switches physiques. Vous avez des routeurs. Ok. Vous avez toute la partie connectique. Et sur les serveurs physiques, vous avez des cartes réseau physiques. Peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 4, peut-être qu'il y en a 8, peut-être qu'il y en a 12. Hein. En général, c'est 4 aujourd'hui où on peut faire 2 cartes réseau avec l'hyperconvergence. Vous connaissez l'hyperconvergence? Ou pas? Non. Vous connaissez Nutanix Acropolis? Euh, c'est euh, c'est une société qui est en train de récupérer toutes les parts de marché VMware. Hein. C'est de l'hyperconvergence. En Suisse, il y en a partout. Hein, et en France, ça commence à arriver. Ils ont créé leur kernel et c'est 10 fois plus puissant que VMware. Hein. C'est incroyable. Alors, si vous voulez vraiment voir quelque chose qui fait mal, hein, vous allez là-dedans. Hein. Nutanix Acropolis, c'est un truc de fou. Hein. Alors, VMware, de toute façon, ils vont peu à peu se casser la gueule. Peu à peu, mais doucement. Hein. Doucement, doucement. Bon, maintenant, ils fonctionnent un peu avec AWS, Azure, etc. Tout. Bon, alors, ça, c'est du... voilà, donc là, on est sur des serveurs physiques. Alors, je vais juste marquer un truc. Windows Network Controller Role. Je cherche un truc juste pour... Ah, voilà, c'est ça. Ok. Et sur ces serveurs-là, est-ce que vous connaissez le nom de l'hyperviseur qui tourne? C'est quoi comme hyperviseur qui tourne? C'est quoi l'hyperviseur, Cédric? Ok, et quel hyperviseur ils ont choisi, Microsoft? Hyper-V. Ouais, alors là, il y en a qui viennent de chez VMware qui sont pas contents là. Voilà, mais oui, tout le monde est aujourd'hui VMware, c'est le leader mondial, hein, mais enfin, ils ont chuté, hein, mais c'est vrai que voilà. Donc là, vous avez une couche qui s'appelle une couche Hyper-V. Les quatre hyperviseurs du marché aujourd'hui, c'est vSphere, VMware, Xen, Citrix, euh, Hyper-V Microsoft et Nutanix Acropolis. Donc, ensuite, vous avez des VM qui tournent. Question, Ludovic, les VM qui tournent là, elles appartiennent à qui là? Toutes les VM qui sont là, là. Toutes ces VM là qui tournent, les services. Ouais, voilà. Ah, merci, ça c'est bien ça. Vous voyez ce qu'il vient de dire là? Différents clients. Ça veut dire que votre VM, ça se trouve à côté d'un autre client. Et peut-être que ce client, c'est votre concurrent principal. Ça, c'est drôle toujours, ça. Hein. Bah oui, c'est possible. Hein. D'accord, donc là, il y a plein de VM qui tournent. Et ça se trouve, ces VM-là, là, que je vous montre, on va faire comme ça. Alors, on va mettre une couleur verte. Non, on va faire une couleur noire, tiens. Et ça se trouve, ces VM-là, c'est les vôtres. Ceux-là. Et peut-être ceux-là.
Est-ce que pour l'instant vous me comprenez? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ah merci, monsieur Bachir. Ouais, c'est important de bien comprendre tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imaginer qu'il y a un deuxième client qui s'appelle Airbus. On va dire qu'Airbus, il a CVM là. Hop là. Airbus. Et puis là, on va dire qu'il y a un autre client qui s'appelle. On va prendre, tiens, cette couleur-là, c'est marrant celui-là. Et lui, eux, c'est par exemple EDF ou Engie, tiens. Engie. Je les avais la semaine dernière en formation. Engie. Et là, c'est Airbus. Bon. Ça veut dire que potentiellement, moi, je peux créer une machine ici qui a comme adresse IP 192.168.1.10 et Airbus peut très bien avoir la même adresse IP. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pourquoi est-ce que c'est possible ça? Grâce à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que chaque client peut avoir la même adresse IP? Pourquoi il n'y a pas de conflit? Alors, vas-y, réponds Ludovic, vas-y, c'était toi, je crois qu'à parler en premier, vas-y. Ok, réseau privé. Qui d'autre? Bachir, tu dis virtuel. Qui d'autre mais quel est le protocole qui fait ça? Il y a un protocole qui est très connu, et Hyper-V l'utilise, qui permet de faire en sorte que chaque virtual network, parce que maintenant, je pense que vous avez compris que, on va revenir sur le noir là, vous avez bien compris que ça, c'est un virtual network, puisque c'est virtuellement, hein. Donc, ça veut dire que je crois que je suis les seuls là, mais je ne suis pas les seuls, hein. Ça, c'est un. Donc, j'isole. Un VNet, c'est isolé. À moins que vous voulez avoir un serveur dédié, parce que il y a certains clients qui disent ah ben moi je veux pas ça. Dans ce cas-là, Azure va leur louer un serveur complet rien que pour eux. C'est-à-dire que là, j'aurai un nouveau serveur avec mon Hyper-V, ok, avec mes cartes réseau, ok, mais il sera dedicated. Mais ça coûte plus cher, hein. Là, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Alors, quel est le nom du protocole qui fait ce qui permet à plusieurs VNet de cohabiter ensemble? Et le protocole, c'est un protocole qui s'appelle le SDN. Ça veut dire quoi, SDN? Yeah, very good. SDN. C'est utilisé par VMware, par Microsoft, tous les, même AWS, Google, etc. Tout, hein. Donc c'est du software, c'est pas du VLAN, hein, attention, hein. C'est Software Defined Networking. Qui connaît un peu ça? Tu connais un peu, Juan? Un peu, hein. Bah ouais, non mais même moi, hein, bon voilà. Alors si vous voulez savoir ce que c'est compliqué, hein, attention, hein. C'est North, Sud, tu sais, c'est des API North and sur One, je vais vous montrer sur un petit tableau. Mais c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, j'aurais pu très bien ne pas vous parler de ça. Bon, ben, ça vous aurait pas empêché de dormir ce soir, mais tu vois, c'est le SDN. D'accord? Donc SDN, c'est la solution justement d'isolation des virtual networks chez Microsoft. Enfin, chez Microsoft, c'est SDN, c'est un protocole, hein. Ça appartient pas à Microsoft, hein. Donc on va peut-être faire, on va faire un screenshot plutôt, ça sera mieux. Voilà. Alors c'est assez complexe, hein, parce que quand vous allez voir des images, c'est très complexe. Vous voyez, donc le but c'est d'isoler complètement les machines euh, et de faire en sorte, vous voyez, network controller, il y a un orchestrateur qui orchestre tout ça. Chez VMware, comment s'appelle le produit qui fait ça? Il y a un produit qui. Non, VMware. Chez VMware.
il y a un produit qui fait la même chose. On-premise. Je sais pas si vous le connaissez. C'est, ça va me revenir au niveau du nom. Ah là, il y a un bon schéma là, très intéressant là. Vous voyez, ça c'est SDN, c'est ça, hein. C'est vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Mais le produit chez Software Defined, vous voyez, le produit chez VMware, il est génial, hein, ce produit-là. Oui, bien. C'est NSX, c'est un truc de fou, hein. Oh là là là, pouf, laisse tomber, hein. Ça isole, c'est-à-dire que par-dessus, tu vas mettre du NSX. NSX, c'est un truc de fou, hein, NSX, hein. NSX, c'est ça. C'est une couche par-dessus le réseau. D'accord? Donc c'est une couche par-dessus le réseau, justement NSX, qui va permettre de complètement isoler et de ne pas demander au network, le network qui fait rien du tout, hein. D'accord? NSX, c'est ça. Donc voilà. Euh, donc voilà un peu comment ça fonctionne derrière. Et ensuite, je vais faire un VNet. Donc un VNet, ça me permet d'isoler tout ça. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais dire que par exemple, il y a une adresse à l'intérieur, c'est du 1.10. Donc ça veut dire que mon VNet, évidemment, alors je vais effacer ça parce que c'était pas correct. Donc je vais par exemple, moi, avoir ce premier VNet, celui qui est en noir là. Donc je vais là, hop, en noir. Et je vais dire que moi, je vais définir un VNet. Un VNet, n'oubliez pas, il faut d'abord définir le VNet en complet. Donc un VNet peut commencer soit par 10, soit par 172, soit par combien? C'est quoi le dernier? 12. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc tout dépend du range que vous avez besoin. Donc vous allez définir d'abord votre VNet. Donc par exemple, on va dire que lui là, ça va être par exemple 172, par exemple point 16, point 0, point 0. Par exemple, hein. Alors là, j'ai mis très gros, hein. Et ensuite, ici, pour que mes machines puissent avoir une adresse IP dans ce range-là, il faut que je crée un subnet. J'ai pas le choix, hein. Donc du coup, si je veux que ces machines puissent communiquer, je vais créer un subnet. Alors en général, on en crée plusieurs. Euh, mais là, je peux très bien en créer un qui s'appelle public, hein, par exemple. Et qui va être par exemple 102.16.1.0/24 par exemple. Why not, hein? Et puis peut-être que j'ai besoin d'un second subnet qui va s'appeler par exemple DMZ, qui va être en 172.16.2.0/24. Et peut-être que j'ai un troisième subnet qui est cette fois-ci private et qui va être en 172.16.3.0/24. Ça devient très complexe, ça. Ça, c'est pour des clients qui veulent recréer ce qu'ils font habituellement on-premise. Parce que, évidemment, on-premise, vous avez des DMZ, vous avez des informations privées, vous voulez les isoler dans une DMZ, et vous mettez dans un DMZ une appliance, enfin un système qui permet de faire la transition. Vous savez qu'une DMZ, c'est comme ça, hein, c'est deux firewalls. Et dans une DMZ, vous mettez quoi? Ben, vous mettez n'importe quel produit, hein, type Netscaler, F5, Barracuda, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a trois pattes. Vous savez que quand dans appliance, vous avez une patte publique, une patte management et une patte privée. D'accord? Et vous faites vos règles ici, DMZ, c'est-à-dire que vous protégez la partie publique de la partie private. Et vous avez des clients qui disent ah ben nous on a ça, donc on veut la même chose sur le cloud. Dans ce cas-là, je peux très bien ici, si je prends mon rouge là, je peux séparer mes deux VM là. Là, ça va être par exemple le front office, c'est-à-dire le front-end. Donc là, c'est exposé publiquement à Internet, hein. Ici, par exemple, que celle-ci là, la deuxième là, celle que je vous montre là, on voit pas grand-chose là dans mon exemple, mais je vais prendre le stabilo, tiens.
Ça là, ici les deux là que vous voyez ici là, ok, en jaune, ça peut être par exemple deux machines dans un DMZ de type par exemple checkpoint, vous voyez des checkpoints. Et les dernières, ça peut être par exemple ici on va dire même celle-ci par exemple, celle-ci qui est en vert là, et c'est que je vous montre en vert, c'est par exemple le private. Vous voyez, donc là j'ai bien jaune, vert et marron. Ça c'est très complexe, c'est quelque chose qu'on verra cet après-midi. C'est quand vous voulez dire que la machine qui est en verte, par exemple, c'est une machine SQL, d'accord? Donc elle est super sensible, database. Et là en jaune, ici, tu vas installer une appliance, c'est-à-dire tu vas installer par exemple un checkpoint, un pfSense, un firewall, enfin, ce que tu veux. Et après, tu vas faire une règle avancée. Donc là, c'est vraiment cet après-midi qu'on verra ça. Ensuite, tu vas faire une route. Et tu vas dire pour aller de là à là, donc pour aller du public au private, vous voyez, donc pour aller du public au private, la route doit passer par le next hop va être une machine, par exemple checkpoint, pfSense, enfin une machine que vous connaissez tous, que vous utilisez en premise. Et là, je peux faire vraiment des subnets hyper sécurisés. Mais ça demande une connaissance très poussée de Azure et du network. Donc vous voyez que je peux m'amuser grâce au SDN de faire tout ce que je veux en même temps que plein d'autres machines, plein d'autres serveurs ici. Alors, quand je fais un VNet, donc on va reprendre l'exemple du VNet là-haut, d'accord? Donc quand vous créez un VNet, on va reprendre l'exemple du VNet qui est en 172.16.0. Donc on va prendre un VNet 172, pardon, .16.0.0/16. Ça, c'est mon VNet. Donc là, on voit bien que j'ai un VNet ici. Donc je suis en train de faire une. C'est comme si je zoomais ça, hein. On est d'accord, hein. Et quand je crée mon VNet, on va dire que j'ai un seul subnet. Ok, on va faire simple là. Donc là, je vais créer un subnet, uniquement un subnet. Un subnet, un seul. Mon subnet, ça va être par exemple 172, et puis je sais pas, j'ai 16.0.0/22 par exemple. J'en crée qu'un seul. Donc 22, vous pouvez imaginer combien je peux avoir d'ordinateurs. Et à l'intérieur de ce subnet-là, eh bien, je vais avoir mes machines, donc mes VM par exemple. Mes VM. D'accord, très bien. Automatiquement, quand je vais créer un subnet, toutes mes machines ici, les différentes machines que j'aurai ici, auront une adresse IP publique. D'accord. Donc ça veut dire que ces machines-là auront une adresse IP publique, une PIP. Alors, évidemment, ça c'est un souci particulier. Enfin, c'est un souci parce que c'est une adresse IP publique. Ça veut dire que vous avez derrière un système qui va aller donner une adresse IP publique. Donc c'est un DHCP que vous ne pouvez pas gérer, évidemment. Ça c'est géré par Microsoft, donc ça vous ne pouvez pas le voir. Qui va donner une adresse IP à mes différentes machines. Ça, je peux l'empêcher si je veux. Donc là, j'aurai une adresse IP publique, mais qui sera NAT. NAT, ça veut dire que vous avez derrière, vous avez une table de routage, une table NAT. Pourquoi? Parce que dans chaque machine virtuelle, à l'intérieur de la machine virtuelle, j'aurai uniquement une adresse IP privée. Vous ne verrez jamais l'adresse IP publique. C'est-à-dire que dans la première machine, j'aurai par exemple 172.16. Je sais pas moi, 0.10 par exemple. D'accord? Donc ça sera l'adresse IP de cette première machine-là. Là, ça sera la .11, .12, .13, .14. C'est normal. Quand vous faites un IP config dans une machine virtuelle, vous ne voyez que l'adresse IP privée, la private. Par contre, si moi je veux me connecter à cette machine-là depuis n'importe quel ordinateur dans le monde, imaginons je suis en Espagne, si je veux lancer un RDP en 3389
sur cette machine ici, sans firewall, hein, évidemment. Je vais attacher à mon subnet ici, ou à cette machine. Donc je vais attacher soit à ma machine, ou à tout mon subnet, soit, donc je répète, soit à la carte réseau de ma machine virtuelle, ou à tout le subnet, je vais attacher un NSG, et le NSG va ouvrir le 3389. Donc ça veut dire que, par défaut, de partout dans le monde. Évidemment, ça c'est un problème, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, si je suis en Espagne, eh bien, j'arrive sur les routeurs, vous voyez, sur les routeurs physiques, où là, il y a tout un système, hein, je ne rentre pas dans le détail, parce que vous imaginez derrière comme c'est complexe, mais quelque part, j'arrive ici, je mets l'adresse IP publique de ma machine virtuelle, hein, voilà, alors c'est simple, il suffit dans la machine virtuelle, et je me connecte en RDP dans ma machine virtuelle, tac, ici. Et je vois bien l'écran de ma machine virtuelle. Le 3389, le NSG, vous pouvez très bien le mettre uniquement sur cette VM-là. Cette VM-là. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter que sur cette machine-là, et là, désactiver le 3389. Ça veut dire que le NSG, vous le mettez sur la carte réseau ici, uniquement. Mais vous ne mettez pas de NSG sur le subnet. Ça veut dire que le subnet, il n'y aura pas de NSG. Par exemple, le subnet, vous pouvez très bien avoir, si on est d'accord, on va effacer ça. Tac, 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 tac. Donc je vais faire un premier NSG. Mettre en rouge là. Donc je vais avoir un NSG sur ma NIC 1 de ma VM1 qui ouvre le 3389. Et les autres, par défaut, n'auront jamais le 3389. La question que quelqu'un m'a donnée ce matin, m'a dit, ah ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qui m'empêche après, une fois que je suis sur cette machine-là, de venir me connecter en RDP là-dessus? Oui, why not? Mais après, tu peux très bien désactiver le RDP, ou si tu veux pas, tu peux mettre toutes ces machines-là dans un autre subnet. C'est-à-dire que tu peux créer un deuxième subnet, okay, un deuxième subnet, complètement protégé, voilà, où tu n'auras pas l'accès en 3389. Oui, voilà, exactement. Parce que par défaut, NSG ouvre aucun port. Hein. Donc tu peux créer un deuxième subnet ici. Vous voyez, comme je t'ai dit, là, celui-ci, ça peut être... Alors là, je l'ai mal fait, donc je vais effacer ça. Attends, je vais faire un CTRL Z. Voilà. Donc il faudrait que maintenant, je prenne ces machines-là. Tac, je les efface. Que j'efface ça. Comme ça. Voilà, tac. On va le faire proprement. J'aurais pu la refaire celle-ci également. Voilà. Et là, je peux très bien maintenant avoir mon premier subnet. On va mettre en bleu. Tiens, on l'a pas fait celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mon premier subnet. Tac. Où j'ai uniquement cette machine-là. Et après, je crée un deuxième subnet où je mets toutes les autres machines que je viens d'effacer. Hein, voilà. Tac. Tac. Et là, je mets les autres machines virtuelles. Du coup, je ne pourrais me connecter en 389 que sur cette, même si j'ai un subnet avec une seule machine, hein, là. Mais par contre, de là à là, d'accord, il y a ce qu'on appelle une route système qui est créée. Je vous explique. C'est quoi une route système? C'est que quand vous avez deux subnets au sein du même VNet, toutes les machines se voient. Toutes les machines se voient. Je répète, hein, ça c'est très important. Je répète. Dans un VNet, quand vous avez deux subnets, vous voyez, ça c'est un premier subnet, on est d'accord, hein, et là c'est un deuxième subnet. Automatiquement, il y a une table système qui est créée. Table système, il y a un routage qui se fait par, c'est Microsoft qui s'occupe du routage là. Donc par défaut, tout est ouvert. Tout est ouvert par défaut. Ça veut dire que là, si là, je ping de là à là, et si mon ICMP est ouvert sur ma machine virtuelle, hein, ben je peux pinguer. Donc tout est ouvert. On est bien d'accord que au sein d'un VNet, tous les subnets et tout ce qu'il y a dans les subnets peuvent se voir ensemble. Donc du coup, c'est un souci pour moi. Parce que peut-être que je veux protéger ce subnet-là. Et j'ai sûrement pas envie que si j'ai une attaque, que à partir de là,
un petit malin puisse se connecter sur là. Parce que ça veut dire que là, j'ai un point d'entrée. J'ai un SPOF, tu vois, j'ai un problème au niveau sécu, là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, alors, dans ce cas-là? Là. Oui. Oui. Ah. Oui. Bravo. 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 Voilà. Excellent. C'était la bonne réponse. Il y avait deux réponses possibles, hein. Mais évidemment, si j'ai besoin uniquement de cette machine-là pour aller là, je vais faire un bastion. C'est quoi un bastion? Qui a déjà entendu parler de ce que c'est qu'un bastion? Oui, et c'était très clair. Mais une bastion, tu crées pas de VM, hein. C'est Microsoft qui le fait pour toi, hein. Voilà, voilà, un bastion. Voilà, le produit bastion, il est connu, hein. Ils le font tous, hein, AWS. Sauf que quand tu voudras, à travers le bastion, te connecter sur cette machine-là, par exemple, tu vois, il y a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Si tu veux te connecter sur la 5, ok? Donc quand tu vas lancer un bastion, tu ne peux pas lancer d'RDP. La fenêtre de cette machine-là va s'ouvrir dans un navigateur. Tu es dans Chrome, c'est ça qui est important, hein. Tu vas aller dans Chrome, et dans Chrome, tu auras plusieurs tabs, et dans cette table-là, tu verras la machine 2, la machine 3, tu vois, c'est ça, hein, le principe, hein. Donc, c'est pas ouvert dans une session RDP, hein. Ça s'ouvre dans un navigateur. Voilà. Alors maintenant, j'aurais voulu que quelqu'un me donne une autre possibilité que le bastion. Parce que là, je vous ai parlé de bastion, là, d'accord? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité que le bastion pour protéger mes deux subnets? Oui, mais c'est pas assez isolé parce que par défaut, la table de routage permet de tout router entre les deux, quoi. Donc il y a quand même un problème quelque part. Si, mais il y a du routage qui est fait. Donc quelque part, les deux se voient. Alors évidemment, tu peux faire ce que tu as dit, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce que je peux faire si je veux faire en sorte que quand je me connecte ici sur ce front-end, par exemple où j'ai un site d'e-commerce ou où j'ai, je sais pas moi, 2IS, un Apache, un HTTP, un NGX, etc. tout, pour pas que, pour complètement isoler ces machines-là, c'est peut-être des machines SQL ou MySQL. Comment on fait? J'en ai parlé tout à l'heure, hein. Pardon? Pas le firewall. Non. Ben voilà, je crée un public, vous voyez là-haut là? Un public, TMZ et private. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée un autre subnet là. Bon, j'ai pas la place de le mettre, mais vous avez compris, un autre subnet. Et à l'intérieur de ce subnet, je vais aller mettre en place un firewall, un checkpoint, un pfSense, c'est-à-dire qu'une solution que je connais bien. Et c'est lui qui va. Et donc, du coup, les tables de routage système, adieu. Ça veut dire que du coup, je vais dire à Microsoft, je bloque tout ça. C'est-à-dire que je ne veux plus tes tables de routage système parce que pour moi, il y a un problème de sécurité. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu crées tes propres routes. Et là, ça devient complexe. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Bravo. Ouais. Oui. Yeah. Alors attention, parce que peut-être que vous ne connaissez pas ce que tu viens de dire. Ils viennent parler d'un produit qui s'appelle Just in Time, mais c'est payant et c'est géré par le Security Center. Tu connais ça? T'as déjà utilisé le Just in Time? D'accord. Ok. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais juste finir par des petites choses parce que importantes. Donc, vous avez ici une machine, d'accord? Vous vous souvenez que cette machine-là, c'est une machine qui a une adresse IP publique. Bon, très bien. Cette machine-là, imaginons que dedans, il y a un site web, d'accord? Alors déjà, ce serait une grosse connerie de mettre un site web là-dedans, il vaut mieux mettre une app service, mais imaginons qu'il y ait une adresse IP. Et l'adresse IP ici, qui est là, elle est publique, d'accord? C'est une PIP. PIP veut dire public IP adresse.
Il faut savoir que quand vous éteignez la machine virtuelle, l'adresse IP sera relâchée et vous obtiendrez une nouvelle adresse IP publique. Donc ça veut dire que dans tout ce qui est adresse IP publique, il y a statique ou dynamique. Si vous mettez l'adresse IP statique, c'est payant. L'avantage, c'est quand vous allez arrêter cette machine virtuelle, eh bien, il y aura toujours la même adresse IP publique pour que lui puisse se connecter dessus, tu vois. Attention à ça, hein. Par contre, si vous mettez l'adresse IP statique, évidemment, ça sera la même, mais dynamique, ben, l'adresse IP, ça va changer à chaque fois. Donc, il faudrait peut-être faire appel plutôt au nom DNS de la machine, parce que le DNS, lui, ne change jamais. Ok. Pareil pour l'adresse IP de la machine privée. Ici, cette machine-là, elle a peut-être une adresse IP dans un autre subnet. Donc peut-être que lui, le subnet, c'est pas 172, mais c'est peut-être, je sais pas, moins 10.10, je sais pas, .0.10, d'accord? Donc elle a ça comme adresse IP. Il faut savoir que quand vous allez arrêter la machine, pareil, cette adresse IP privée, elle est donnée par un DHCP. Normal, c'est un DHCP, hein. Vous ne verrez jamais, dans une machine virtuelle, vous ne verrez jamais à l'intérieur, dans la config IP, vous ne verrez jamais une adresse IP fixe. D'accord? Parce que l'adresse IP ici, 10.10.010, elle est donnée par un DHCP. Donc, si je veux qu'elle soit fixe, eh bien, je peux la fixer. Mais dans ce cas-là, vous la fixez, quand vous faites une adresse IP statique, en général, vous faites soit du DHCP réservation par rapport à la MAC adresse, soit vous allez sur le réseau, vous allez dans networking, et puis vous allez sur Ethernet, hein, sur la partie Ethernet. Bon là c'est Wi-Fi, mais c'est des conneries, hein, évidemment, ce que je vous montre, parce que normalement c'est une carte réseau. Et vous faites quoi d'habituellement? Ben, vous allez sur la carte réseau, hein, et ensuite sur la carte réseau physique, vous allez ici, alors là c'est Wi-Fi, mais c'est une connerie, normalement c'est du carte réseau, hein. Et puis vous allez dans Properties, et qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous allez dans l'adresse IP, et vous fixez en dur, ici, l'adresse IP statique. Ça, il faut jamais, 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 jamais le faire sur Azure. Si vous faites ça sur Azure, vous perdez la connexion à la machine virtuelle. Donc ne vous amusez jamais dans une machine virtuelle Azure de faire la même chose que vous faites en Promise. Surtout pas. Si vous voulez que cette machine-là, ici, ait toujours la même adresse IP, c'est par le portail Azure que vous allez dire je veux une adresse IP statique. Ok. Je vais vous montrer maintenant. C'est très simple puisque là on a vu le NSG, on a vu tout ça. Je vais vous montrer comment créer un NSG. Pardon, un VNet. Je vais vous montrer comment configurer un NSG. Et après, on verra la partie firewalling. Dans le lab que vous allez devoir faire, le lab, il utilise beaucoup de PowerShell parce que vous avez vu que les labs Microsoft, c'est beaucoup de PowerShell. Alors peut-être ça va vous faire un petit peu peur quand vous allez faire le lab à 11h. Vous pouvez aussi faire le lab comme je vais faire moi, c'est-à-dire avec l'interface graphique, il n'y a aucun problème, hein. Donc, je vais vous montrer comment créer un VNet. Alors, je vais arrêter juste l'enregistrement. Hop là, pour en faire un.